René Daval, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé de philosophie, docteur ès lettres et professeur de philosophie à la faculté de Reims de lettres et de sciences humaines. Votre livre consacré au philosophe Samuel Alexander, dont le titre est Samuel Alexander, une métaphysique de l'évolution, sort le 24 avril prochain aux éditions Hermann. Donc Samuel Alexander est un philosophe anglais du 19e siècle, né en Australie en 1859, dont la pensée a marqué ses contemporains. Il réfute l'idéalisme et le mécanisme. Sa pensée naturaliste intègre par ailleurs les progrès des sciences de son temps, sans qu'elles soient en opposition avec les grands thèmes classiques de la philosophie, comme l'éthique ou la métaphysique. René Daval, comment avez-vous rencontré la pensée de Samuel Alexander ? Eh bien, en fait, très simplement, j'avais un grand intérêt pour un professeur de la Sorbonne qui s'appelait Jean Wahl, qui a écrit un très beau traité de métaphysique dans les années 60 à peu près, du XXe siècle donc, et il citait souvent Alexander et il le discutait. Ça m'a intéressé et ça m'a donné l'idée d'aller voir de plus près et d'aller consulter ses textes. Ça s'est passé tout simplement comme ça. Donc là, votre ouvrage comble une réelle lacune universitaire. En effet, Samuel Alexander est presque inconnu chez nous. Pouvez-vous nous dire en quoi la pensée de Samuel Alexander est éclairante pour notre époque ? Je vais essayer de répondre à ça rapidement. C'est une bonne question d'ailleurs. Je crois pour deux raisons principales. Bon, d'une part, c'est en effet quelqu'un qui a été, comme beaucoup d'esprits à l'époque, passionné par la théorie de l'évolution et ébranlé, je dirais, par elle. Et en même temps, ce qui est rare à l'époque, et ce qui est encore plus rare, je crois, maintenant, quelqu'un qui ne jugeait pas, bien au contraire, que cette théorie rendait inutile toute métaphysique, toute éthique et toute esthétique. Et il y a chez lui donc une métaphysique, une éthique et une esthétique, même si il se réclame d'abord de Darwin. Donc effectivement, on rattache la pensée de Samuel Alexander au courant évolutionniste impulsé par Darwin, mais en quoi la pensée de Samuel Alexander est-elle évolutionniste, puisque son système philosophique semble de prime abord relever de la monade parfaite. C'est vrai. Monade, donc, c'est un terme leibnizien, ça signifie l'âme, soit universelle, soit de chacun d'entre nous. Lui se réclame quand même d'abord de cette idée d'évolution parce qu'il pense que dans l'univers, il y a des niveaux différents de réalité et que chaque niveau apparaît lorsque certaines conditions sont réunies, mais cette apparition est toujours contingente. C'est pour ça qu'il se réfère à la notion d'émergence. On aura sans doute l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui lui paraît important, que le philosophe essaie d'accompagner la démarche disons, de l'élan vital, même s'il n'emploie pas cette expression, et de comprendre jusqu'où cet élan peut aller. Alors effectivement, Samuel Alexander fait la promotion de la philosophie de l'émergence, mais à la lecture de votre ouvrage, il me semble que c'est la relation constante et réflexive entre les objets qui est au centre de sa philosophie. Le terme objet est certes mal choisi, car objet objectum est ce qui est placé devant la conscience et sujet subjectum, ce qui est subordonné à. Or, Alexander dépasse les notions d'objet et de sujet, de noumène et de phénomène. Pouvez-vous nous éclairer sur ce déplacement dialogique ? Oui, c'est vrai que c'est une excellente remarque, une excellente question. En fait, bon, d'une part, en effet, il essaie de dépasser le couple sujet-objet, spécialement dans la théorie de la connaissance, puisque l'un comme l'autre sont pour lui des réalités formées de ce qui est la réalité suprême pour lui, c'est-à-dire l'espace-temps, et emporté dans cet élan vital dont il essaie de reconstituer la genèse et le mouvement. Et en même temps, la notion d'émergence, il la reprend en fait à un éthologiste anglais fort connu, qui s'appelait Lloyd Morgan, et qui, dans le cadre de sa philosophie de la vie, et surtout de sa pensée de la vie, puisque c'était d'abord un éthologiste avant tout, insistait sur cette naissance de quelque chose de nouveau dans la chaîne des vivants, sans qu'on puisse prévoir justement ce qui va apparaître. Et alors, pour Alexander, c'est fondamental, et en même temps, ça n'empêche pas qu'il considère que l'univers en tant que tel est en effet un tout et une unité.
Et c'est la manière dont se combinent les deux choses est un des intérêts, je crois, de son livre essentiel. Je veux dire par livre essentiel sa grande œuvre, quoi, finalement, qui s'appelle Espace, temps et déité. Alors, pouvez-vous aussi nous expliquer le principe de Nisus, ou cet élan créateur qui est au cœur de la pensée de Samuel Alexander? Oui, c'est vrai que le mot, il l'emploie tout le temps, au point d'ailleurs que ça rend inutile pratiquement de le traduire, puisqu'il le met en latin dans son texte, qui est évidemment écrit en anglais. Ça veut dire élan, ça veut dire pousser. D'une certaine façon, il reprend ça à Spinoza. Spinoza ne parlait pas de Nisus, il parlait de conatus, mais c'était la tendance de chacun des êtres à persévérer dans son être et à développer celui-ci. Et c'est la même chose au niveau de ce qu'il appelle Alexander le Nisus, qui est notre tendance à persévérer dans l'être et à nous affirmer dans celui-ci, et en même temps la tendance de ce que Bergson aurait appelé l'élan vital, et qui fait que la vie ne cesse de se complexifier depuis la matière inerte jusqu'à même ce qu'il appelle la déité et Dieu. Étant entendu que, on en dira sans doute un mot tout à l'heure, les deux notions sont liées entre elles, mais assez difficiles par moments à saisir. Alors, Samuel Alexander a étudié et enseigné la philosophie, en particulier la métaphysique et l'éthique. Il a aussi étudié la psychologie, y compris la psychologie expérimentale. Et sa connaissance du système nerveux était notable. Peut-on alors dire que sa curiosité intellectuelle, voire sa volonté de savoir encyclopédique, l'ait poussé à construire un système philosophique syncrétique assez souple pour potentiellement appréhender le monde qui nous entoure? Je pense que oui. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très contemporain, j'allais dire, chez lui, vraiment. C'est qu'il critique le dualisme tel qu'on l'entendait depuis Descartes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a d'une part l'esprit et d'autre part la matière, et qu'on a beaucoup de mal à comprendre la liaison entre les deux. Pour lui, justement dans le cadre de sa philosophie de l'émergence, l'esprit humain par exemple, émerge à partir de la matière, de même que la vie émerge aussi à partir de la matière, et il y a toute une échelle d'être. Et de ce point de vue, et c'est vrai qu'il a fait des travaux qui sont notables en psychologie expérimentale, que d'ailleurs il aimait beaucoup. Il annonce certains éléments de ce qu'on appelle de nos jours la psychologie cognitive, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas parler du cerveau, du corps, sans parler de l'esprit, et réciproquement. Et que d'une certaine façon, il n'y a pas deux substances pour parler comme les gens du XVIIe siècle, mais une seule. Et il y a déjà cette idée chez lui, il ne veut pas du primat de l'esprit ou de la conscience, comme disent certains autres philosophes, parce que ça lui paraît une idée erronée. Et je crois que de ce point de vue-là, les cognitivistes contemporains lui donneraient raison. Donc Samuel Alexander a commencé à publier assez tard. Ses ouvrages majeurs sont Morale, ordre et progrès, paru en 1889, Espace-temps et déité, paru en 1920, réédité en 1927, et Beauté et autres formes de valeur, paru en 1933. Mais c'est surtout Espace-temps et déité qui est le plus singulier, d'abord parce qu'il traite de la relation du temps et de l'espace, thème peu traité auparavant en philosophie, mais aussi parce qu'il y adjoint le concept ou la déité. Donc cette déité est-elle Dieu dans sa pensée? En réalité, il distingue les deux notions, la notion de Dieu et la notion de déité. La notion de déité qui est justement dans l'échelle des êtres, ce qui est à venir, au-delà donc de notre esprit humain, ce que l'évolution va faire advenir dans un temps qu'il est difficile de déterminer, et même impossible. Et puis, c'est une donc des caractéristiques de ce qu'il appelle par ailleurs Dieu. Mais justement, chez lui, Dieu, c'est pas une substance déjà totalement constituée, absolue et parfaite, c'est quelque chose qui est aussi à venir à travers l'évolution.